Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, Mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs coutumes, leurs territoires, durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous partager vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 36, le triomphe de la chèvre. Si Constance II pensait que les années 50 et sa reprise en main de la totalité de l'Empire, en terrassant Magnence, allaient tout régler, il s'est lourdement trompé. Tout d'abord, la reconquête de l'Ouest a vite été obscurcie par les complots et attaques barbares en Gaule dès la fin de la Grande Rébellion. Mais pire, Constance a dû quitter Milan en 357 pour s'occuper des deux autres problèmes éternels de Rome, à savoir la frontière sur le Danube et celle de la Mésopotamie. Car les troubles ont commencé de reprendre de plus belle avec les Quads et les Sarmates, deux tribus barbares situées en Pannonie et qu'il a fallu combattre après leur saccage dans les régions le long du Danube. Et ensuite, celle plus à l'est où les troubles ont repris. Et pendant ce temps, le petit cousin Julien, à qui Constance avait demandé de ne pas se faire remarquer, est en train de devenir un général ultra populaire en Gaule du Nord. Si le début des années 50 avait mal commencé pour Constance, la fin promet d'être encore plus épineuse pour l'empereur de Rome. Car c'est bien connu, les emmerdes, c'est comme les cons, ça vole toujours en escadrille. Constance, retranchée dans son palais à Constantinople fin 359, ne veut plus entendre d'excuses pour justifier qu'on n'obéisse pas à ses ordres. La situation critique exige que tout le monde se retrousse les manches de la toge et il n'est sûrement pas d'humeur à tolérer la moindre désinvolture. Lui qu'on considère comme invincible, lui qui a passé toute sa vie à se battre pour maintenir cet empire romain uni, qui a surmonté à peu près toutes les guerres, toutes les rébellions et tous les raids de barbares depuis presque 25 ans, se retrouve une nouvelle fois au bord du précipice au mois d'octobre 359. Et il n'est pas d'humeur à accepter la moindre contrariété supplémentaire. Car il a à peine eu le temps de régler les problèmes d'attaques barbares sur le Danube que les hostilités ont repris avec la Perse. L'empereur sassanide a franchi le Tigre en Irak moderne en 358 et a commencé une guerre en bonne et due forme cette fois. Une vraie guerre, avec des armées régulières et de milliers d'hommes de part et d'autre pour se disputer le contrôle de la Mésopotamie du Nord. Et une guerre que Constance est en train de perdre. Les troupes romaines ont été dominées par les Sassanides qui viennent de réduire en cendres une forteresse majeure des Romains du nom d'Amida en octobre 359, quelque part dans l'est de la Turquie moderne. Une victoire où ils ont anéanti une armée romaine de 30 000 hommes et qui leur a ouvert grand la route de l'Ouest pour la prochaine saison. Pour Constance, il faut parer à l'urgence et colmater cette brèche qui menace de faire s'écrouler tout l'Empire. Toutes les forces vives, toutes les provinces doivent être mobilisées immédiatement pour cet objectif critique. Constance ne veut pas entendre d'excuses ou de oui mais de la partie ouest de son empire en 359. Pas de manœuvre dilatoire sur le fait que la menace des barbares sur le Rhin reste réelle. Ou que ça va être difficile de lui envoyer des troupes supplémentaires, car les soldats gaulois ne sont pas motivés pour venir se battre sur le front Est. D'ailleurs, au fameux siège d'Amida, qui vient de se terminer en catastrophe, ces fameuses troupes gauloises, probablement des barbares d'Empire d'ailleurs, venant de l'armée de Magnence et intégrées à la fin du conflit de 353, se sont révélées les plus braves d'entre toutes et ont même failli retourner la situation en sa faveur. Une action commando incroyable, où les Occidentaux ont réussi à pénétrer dans le camp des Perses de nuit, égorger une partie des gardes et quasiment mettre la main sur l'empereur sassanide. Un beau morceau de bravoure qui aurait pu renverser le sort de la guerre. Mais l'histoire n'a pas tourné comme ça finalement, et le siège d'Amida a fini en déroute absolue pour les Romains quelques semaines plus tard. Pour Constance, c'est maintenant et tout de suite qu'il a besoin de renforts de l'Ouest, pas dans 10 ans. La vérité, il fait un peu de la peine, la Constance. Je ne sais pas s'il était grand, blond et avait une galigaï rouge, mais il enchaîne les tuiles à une vitesse.
25 ans de règne, 25 ans de guerre. Pas une minute sans un nouvel ennemi pour te faire chier et te forcer à retraverser tout l'Empire d'un bout à l'autre sans arrêt. Honnêtement, début 360, avec un désastre pareil pour couronner le tout, on se doute que Constance doit déjà commencer à en avoir plein les sandales. Jusque-là, il s'est toujours montré prévoyant et organisé pour la guerre, montant patiemment les plans les uns après les autres, et on ne le voit sûrement pas abandonner la clé de ses succès retentissants, à savoir mobiliser les troupes de son immense empire pour constituer et mettre en place la plus grande armée possible et ne rien laisser au hasard en ne laissant aucune chance à l'adversaire. Mais on imagine que c'est une autre chanson pour Julien, non? Julien est littéralement accablé dans son quartier général lorsqu'il comprend que ses troupes vont devoir prendre le chemin de l'Est, début 360. Lui qui a tout surmonté depuis le premier jour, qui a dû tout rebâtir en Gaule en partant de zéro. Les villes, les fortifications, les armées, l'économie. Et après ce travail de titan, on a encore le toupet de lui demander de tout sacrifier une nouvelle fois pour le bien-être de l'armée d'Orient. On croit rêver. Julien n'avait pourtant rien demandé à personne avant qu'on ne le propulse César 4 ans plus tôt. Lui qui avait toujours tout fait pour plaire au sociopathe qui lui sert de cousin et d'empereur. Lui qui avait dû accepter de quitter la Grèce et ses études pour subir toutes les humiliations et les privations afin de rebâtir les provinces de Belgique et de Germanie. Lui qui a dû se débarrasser des sbires de Constance, missionnés pour le surveiller, mais travaillant contre lui, au point qu'il a dû se passer d'eux et de leurs troupes pour se donner une chance de réussir sa mission en ne comptant que sur lui. Julien a conquis sa place de César à la force de son poignet, littéralement, en chassant les bandes les unes après les autres, quitte à employer les pires moyens, comme de recruter des chasseurs de tête, comme Charieto, en négociant, voire en rusant avec les roitelets des différentes tribus, comme les Saliens et les Chamaves, qu'il a bernés pour mieux les écraser séparément et par surprise en 358. Ou en tentant le tout pour le tout, comme durant la bataille de Strasbourg, où il a su vaincre une armée 3 fois plus grosse lors de l'un des plus grands affrontements de toute l'histoire romaine sur cette frontière. Et tout ça, cette œuvre entière, il l'a fait pour la gloire de Constance, pour protéger et sécuriser son empire, au mépris de son propre confort, de sa sécurité et de sa propre fortune. Et malgré toutes ces victoires, toutes ces traces de fidélité pendant des années, Julien sait parfaitement ce qu'on dit de lui à la cour. On le traite de mou, de peureux, d'efféminé. Son surnom à Constantinople, avec l'entourage de Constance, c'est la chèvre, à cause de sa barbe et de son élocution hachée. Et Constance, depuis des années, laisse dire, laisse ses conseillers se moquer de lui ou lui envoie des gardes chiourmes pour surveiller ses actes ou pourrir son action et saper continuellement son autorité sur le pays. Mais cette fois, Julien se dit que trop, c'est trop, que le nouveau caprice de l'empereur, son cousin, va faire basculer tout le pays dans la révolte. Personne, aucun de ses soldats ne veut partir pour l'Est. Personne ne veut quitter sa famille, ses amis, son général, enfin tout son univers de la Gaule, pour de vagues promesses d'un chef qui leur est inconnu et qui a si mal géré la guerre à l'Est. Leur guerre, elle est ici, contre les barbares du Rhin. C'est ici qu'ils se battent pour leur famille, leur pays et le général en qui ils croient. Aucune promesse ne les fera partir vers la Mésopotamie, pour aider les armées mal en point de l'empereur. D'ailleurs, les rumeurs enflent sur les véritables raisons de cette demande de troupes. Pour beaucoup, dans le fond, Constance commence à s'effrayer de la puissance de Julien, de son armée disciplinée et entraînée, qui fait de lui un homme puissant dans l'Empire. Après Magnence, après Sylvain, l'empereur paranoïaque imagine des complots dirigés partout contre lui. Et ses dernières exigences de troupes n'ont rien à voir avec la situation à l'Est. Le plan, c'est clairement d'enlever à Julien la direction de ses légions, en tout cas d'assez de légions, pour l'affaiblir rapidement et le mettre au pas, tôt ou tard. Oui. Donc c'est une toute autre version de l'histoire que tu nous racontes là. Une version où Julien, lui aussi, en a plein les sandales. Il commence à en avoir gros sur la patate, d'avoir tant fait pour ce cousin ingrat qui a sans doute encore un plan tordu dans la tête. Et même les troupes sont dans cet état d'esprit et ne peuvent pas accepter de suivre bêtement et fidèlement les ordres de l'empereur. Mais alors, à quel saint se vouer? Constance a bien raison de se plaindre et de se méfier de la fourberie de Julien, qui ne veut pas trop laisser partir ses légions pour l'aider. Ou alors, Julien est dans son bon droit de ne pas s'enthousiasmer pour un plan pareil qui va ruiner ses efforts et a pour but final de l'affaiblir pour l'abattre, comme Constance l'a fait 7 ans plus tôt avec son frère Gallus.
Comment savoir? Même aujourd'hui, dans le cadre de procès à sensation ultra médiatisés du XXIe siècle, il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Alors, à 1600 ans de distance, d'autant que nos sources sont pour le coup peu nombreuses et sans doute biaisées. Donc il vaut mieux éviter les certitudes sur les responsabilités dans le conflit. Mais les sources, à commencer par Amiens Marcelin, sont quand même très favorables à Julien en général. Pour les auteurs antiques, Julien est vraiment un brave homme, honnête et fidèle, et qui se donne sans compter pour le bien-être de l'Empire et son affreux cousin, avec un stoïcisme et un désintéressement peu communs. Alors qui sait? Peut-être Julien était-il bien le gars le plus fidèle et le plus loyal de l'Antiquité, qui a tout tenté pour satisfaire son empereur tyrannique. Et pourquoi pas d'ailleurs? Que Constance était un grand paranoïaque, personne n'en doute. Julien a tout fait depuis le début pour lui plaire, sachant parfaitement que n'importe quel faux pas pouvait lui coûter la vie. Il a épousé sa petite sœur, il a rempli la mission qu'on lui a donnée, il a remis l'armée et les défenses sur pied à l'ouest sans se plaindre. Julien a joué son rôle honnêtement, et si son succès exceptionnel finit par déclencher la jalousie de l'empereur, à qui la faute dans le fond? Est-ce que c'est si difficile à croire qu'il n'est finalement que la victime d'un paranoïaque meurtrier comme son cousin, sous prétexte qu'il est sérieux, compétent et efficace et commence à lui faire de l'ombre? Mais la théorie inverse est tout aussi vraie. Julien a effectivement rempli toutes ses missions, mais il a aussi tout fait pour se constituer une sacrée base de pouvoir personnel. L'outsider sans réseau et sans amis a su jouer de main de maître pour s'imposer à l'ouest. D'abord en écartant les officiers que Constance avait placés près de lui et s'imposer comme le seul chef. Ensuite, en remettant la province à flot économiquement. Enfin, en nettoyant les bandes de pillards, en ramenant la sécurité sur le territoire et en remettant le commerce en route. Tout ça fait de lui un homme extrêmement populaire dans les villes et les campagnes de la Gaule. Un César soutenu par toute la population. Et puis, il a aussi réussi à se constituer une armée de choc, en menant des opérations à succès contre les Alamans, en prouvant qu'il est un général efficace avec ce qu'il faut de fourberie et qui sait faire gagner les troupes et donc les enrichir. Il est tout à fait certain qu'il a su fédérer une armée de Gaulois et de Germains d'Empire extrêmement fidèles autour de lui. Quelles qu'aient été ses intentions, force est de constater qu'au bout de 4 ans, Julien Lachèvre a pris une toute autre ampleur en tant que César. C'est le maître incontesté d'une grande région, à nouveau prospère. Une région qui ne jure plus que par lui et qui se fiche comme d'une guigne de ce qui se passe à l'Est. Julien peut envoyer toutes les marques de déférence qu'il veut à son empereur. La réalité, c'est qu'il s'est débrouillé pour ne plus dépendre de personne et pour se constituer en force économique, politique et militaire autonome dans l'Empire. D'accord. Les auteurs ont donc tranché en faveur de Julien. Mais en fait, rien ne prouve qu'il y ait forcément un gentil et un méchant dans l'histoire. D'ailleurs, les deux théories ne sont pas forcément antinomiques. Et oui, Xavier, moi aussi je connais des mots compliqués. Peut-être que Julien a bien voulu être fidèle un moment, mais comme ce n'est pas un gros naïf non plus, il a aussi commencé à préparer à se défendre. Et peut-être que Constance avait sincèrement besoin d'aide à l'Est, mais que si au passage il pouvait aussi couper l'herbe sous le pied de son cousin, ce n'était pas un si mauvais deal que ça. Tout compte fait, on soupçonne les deux d'avoir mutuellement des arrière-pensées. Et peut-être que c'était exactement ça. Et s'il y avait deux méchants dans ton histoire? Et oui. Et puis n'oublions jamais que les auteurs romains ramènent souvent les événements aux ambitions et aux conflits personnels. Mais à la réflexion, Julien ne serait sûrement pas le premier dirigeant de l'Ouest à devoir réaliser que les intérêts immédiats de sa province ne sont pas alignés si clairement que ça avec l'intérêt supérieur de l'Empire. Le conflit entre Auguste et César est aussi fondamentalement un conflit entre deux forces toujours en opposition dans l'Empire romain depuis qu'il a pris son extension gigantesque à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les volontés autonomistes de chaque région face aux nécessités imposées par le pouvoir central pour l'intérêt général de l'Empire. Pour parler clairement, les problèmes de Constance à l'Est sont réels. L'Empire est effectivement en grande difficulté en Mésopotamie à la fin 359. Mais concrètement, il n'est pas évident que les provinces de Gaule ou de Britannie, que ce soit leur population autochtone comme les barbares d'Empire installés sur place, en avaient vraiment quelque chose à faire. Leur seule priorité, la seule chose qui devait les obséder, c'était bien leurs propres problèmes, sur le Rhin.
La situation en Mésopotamie au IVe siècle, ça ne devait pas empêcher beaucoup d'hommes de l'Ouest de dormir si on est réaliste, militaires comme civils. En tout état de cause, on comprend bien qu'au tournant de 360, Julien lui-même a d'autres préoccupations sur les bras pour sa région et sa population. Car la reconstruction de sa province qu'il a initiée, la remise en ordre économique et militaire, s'accompagne de quelques changements d'ailleurs, qui vont influer pas mal sur le cours de notre histoire. Et notamment, la petite réforme de Julien qui va avoir de grandes conséquences. C'est le choix de sa capitale de province, bien sûr. Car Julien a choisi d'installer son quartier général et sa résidence d'hiver à Lutèce, propulsant la cité romaine à un niveau de rayonnement inattendu. Alors, ne vous faites pas de grandes idées sur Paris, qui n'est plus à l'époque qu'une petite cité sans plus d'éclat que n'importe quelle autre ville moyenne de la Gaule. D'ailleurs, la ville romaine du 1er au 2e siècle s'est probablement rétractée depuis la crise du 3e, centrée derrière les remparts de l'île de la Cité, selon les propres écrits de Julien. Le gros de la ville de Lutèce tient principalement sur cet îlot relié aux deux rives par des ponts de bois. Et le reste de la rive gauche, s'il reste probablement occupé encore au IVe siècle, n'a sans doute plus le même éclat ou la même dimension que par le passé. Alors, qu'est-ce que Julien est venu fabriquer à Paris exactement, dont le vieux nom de Lutèce semble être en train de disparaître au profit de ce nouveau nom? Le plus probable est que le choix de cette capitale est la combinaison de deux facteurs. Alors, d'abord, il y a son côté facile à défendre. On peut facilement comprendre qu'après l'expérience de l'hiver 356, où Julien a bien failli y passer entre les mains de Germain qu'il avait assiégé dans la ville de Sens, un quartier général mieux protégé et plus loin des frontières tenues par les barbares devait être tentant. Paris n'est pas facile à prendre d'assaut avec sa configuration défensive combinant les remparts et la Seine et disposant d'une réserve infinie d'eau potable avec le fleuve. Un sacré défi à relever pour des barbares plus connus pour leur mobilité que pour leur technique de siège d'ailleurs. Et puis, au-delà du côté facilement défendable, la ville se situe à un carrefour stratégique idéal pour intervenir sur tous les fronts du Rhin. Regardez une carte moderne et pointez toutes les villes stratégiques pour l'époque qui sont restées quasiment les mêmes 2000 ans plus tard. À peu de choses près, si vous cherchez un point central qui se tient à une distance presque semblable de Bâle en Suisse, où sont les Alamans, Cologne-Mayence en Allemagne, où on trouve les deux bases militaires principales contre les Germains, et Nimègue, aux Pays-Bas, supplanté de nos jours par la cité voisine de Rotterdam, où on trouve les Saliens et Chamaves, vous verrez précisément pourquoi Julien s'est installé dans cette petite cité. En traçant avec le Rhin un arc de cercle qui relierait les Alpes à la mer du Nord, le centre virtuel se trouve à peu près précisément à l'endroit exact où se situe la capitale française moderne. Petite cause, grands effets. D'un siège lambda des Alamans de la ville de Sens, où Julien manque de crever parce que son numéro 2 décide de ne pas se fatiguer à venir le secourir à l'hiver 356, et bam, voilà la petite ville méconnue qui devient une place majeure pour l'Empire romain, avant de devenir la capitale qu'on connaît. Et c'est au bord des marécages, côté ouest de l'île de la Cité, que Julien installe son quartier général et fait de la forteresse son palais. Un palais, d'ailleurs, enfoui sous la Sainte-Chapelle et le palais de justice de Paris. Un bel exemple d'effet papillon, tout ça. En attendant, c'est là qu'à l'hiver 360, Julien reçoit les nouvelles de son cousin qui a besoin de renforts à l'Est. Puisque c'est un peu ça la grande nouvelle qui va mettre le feu aux poudres, n'est-ce pas? La requête est simple pourtant. Diriger la moitié des troupes de Gaulle vers l'Est pour qu'on puisse les engager au printemps prochain, en Mésopotamie. Et cette requête, comme on l'imagine, pose pas mal de problèmes à Julien, comme à ses troupes germaniques. Car Julien tente de démontrer que ses ordres vont contre la parole donnée aux soldats germains, recrutés afin de n'avoir jamais à quitter leur région, et qu'on va casser tous les efforts de recrutement futurs si on les trahit de la sorte. Urgent ou pas pour l'Empire, une telle décision va inévitablement détruire la crédibilité de Rome sur toute la région, et pour un bout de temps. On voit qu'une nouvelle fois, au-delà de la mésentente entre les deux cousins, la situation révèle des lignes de fracture nettes à l'intérieur de l'Empire. Avec d'un côté l'intérêt supérieur immédiat du monde romain dans son ensemble, et de l'autre, les problématiques à long terme pour la province de Gaule dans cette affaire. Mais rien n'y fait, et les troupes demandées doivent se mettre en route. À en croire les auteurs antiques, le César obéit
comme le loyal serviteur qu'il est, la mort dans l'âme. Et tout en prévenant les envoyés de Constance de la catastrophe à venir, ordonne les préparatifs pour les contingents appelés à l'Est. La troupe se rassemble donc à la veille du départ sur les alentours de l'île de la Cité pour un dernier bivouac fin février ou début mars 360. Julien veut faire ses adieux aux hommes qui l'ont servi fidèlement pendant 4 ans et invite les officiers pour un dîner d'adieu au palais. Un dîner censé leur remettre du baume au cœur, mais qui va lamentablement échouer. La présence de Julien, au lieu de les galvaniser, leur fait plutôt réaliser ce qu'ils sont en train de perdre. Personne ne comprend la décision de les arracher à leur univers pour partir servir Constance. Et lorsque les soldats et officiers retournent dans leur campement, l'esprit de sédition succède à la baisse de morale. Soit qu'ils détestent vraiment l'idée d'aller à l'Est, soit qu'ils perçoivent l'entourloupe pour Julien derrière le transfert de ses troupes. La rébellion commence à monter parmi un premier groupe et se diffuse rapidement dans toutes les légions campant aux abords de Paris. Et au milieu de la nuit, les soldats et leurs chefs repassent les ponts de bois et retournent sur l'île pour encercler le palais de Julien. Cette fois, on ne plaisante plus. Les soldats en révolte mettent le siège et exigent que Julien sorte immédiatement pour les rencontrer. Une nuit complète de négociations va s'en suivre. Négociations un peu renversées, où les hommes veulent acclamer Julien Auguste et lui tente de les dissuader de le nommer à la tête de l'Empire. Julien prétend qu'il peut tout arranger avec son cousin. Rien ne sert de s'enflammer comme ça en provoquant une rébellion. Il sait bien qu'en acceptant un honneur pareil de ses soldats, c'est une déclaration de guerre à Constance qu'il entérine. Donc, c'est assez normal qu'il doute un peu. On parle quand même ici de lancer une guerre civile. Mais rien n'y fait. L'excitation est à son comble et plus personne ne peut faire entendre raison à ces furieux. Julien réalise qu'il n'a plus le choix. Soit il cède, soit ses propres hommes vont le passer par les armes pour ne pas repartir vers l'Est. Et au petit matin, à bout d'arguments pour défendre son cousin et sa politique incompréhensible, Julien accepte de se laisser proclamer Auguste par la troupe. Et ainsi commence, à son corps défendant, le règne de Julien l'Apostat, en mars 360. Ouais, une sacrée belle histoire, dis donc. Le brave gars, honnête, qui a tout fait pour maintenir l'ordre, la paix et la loyauté envers Constance, mais qui n'a pas pu s'opposer à la volonté unanime de ses soldats. L'homme fidèle qui a dû céder, mais qui jamais, non, jamais n'aurait pu imaginer une chose pareille. Ouais. Bref, moi je dis pipeau intégral. Nous n'aurons jamais le fin mot de l'histoire. Mais plus d'un historien doute d'une telle belle histoire où le pauvre Julien est bombardé empereur à l'insu de son plein gré. Tout porte à croire qu'il a bien sans doute un peu arrangé les choses quand même, et que son rôle passif est sans doute une belle blague. Mais cela ne change rien à l'affaire. Révolte spontanée ou pas, Julien a trahi Constance. Voilà tout. Une belle trahison qu'on peut maquiller sous toutes les bonnes raisons du monde, comme le font tous les traîtres depuis l'aube de l'humanité. Julien a finalement choisi, de son plein gré ou pas, de ne pas se laisser dépouiller de ses troupes par son cousin et de se rebeller contre lui. Notons quand même que l'explication bien commode de la volonté unanime des troupes est d'autant plus difficile à croire que 2 ans plus tard, emmenés par le même brillant Julien, les dites troupes iront se battre sans plus discuter sur l'Euphrate contre les Sassanides. À croire que leur dégoût des pays lointains était une aversion quand même très passagère. Mais il y a plus intéressant à noter tout de même sur ce couronnement surprise de Julien. Un petit détail que n'ont pas manqué de noter les dessinateurs et les historiens du XIXe siècle comme le grand événement autour de cette usurpation. Car quand les soldats forcent Julien à accepter le trône impérial et l'acclament en public en ce petit matin de mars sur l'île de la Cité, ils ne font pas que le couronner. Ils font monter le César sur un bouclier et l'acclament empereur. Une cérémonie totalement unique, popularisée dans les images d'Épinal comme dans les vieux manuels d'histoire, symbolisant à elle seule la transformation de l'Empire romain au IVe siècle. Car soyons exacts, aucun exemple gaulois ne semble attester une telle pratique, en dépit de la légende tenace véhiculée par une bande dessinée célèbre. Les Gaulois n'ont jamais fait cela. Et pour Rome, si la pratique a bien pu exister dans l'armée, aucune élévation d'empereur de cette manière n'a jamais été rapportée dans aucun texte. L'élévation de Julien comme empereur sur un bouclier en mars 360 est, dans les faits, une véritable première dans l'histoire romaine et qui inaugure pour le coup
une nouvelle page de son histoire. Car évidemment, l'un des rares exemples bien documentés dans le monde romain d'une telle cérémonie nous vient d'un vieil ami de ce podcast, notre cher Publius Cornelius Tacite. Tacite qui, 2 siècles et demi plus tôt, mentionnait l'existence de cette cérémonie précise pour l'élévation d'un roi d'une tribu germanique, bien sûr. Un Batave issu des Bouches-du-Rhin et qui avait été choisi par son comitatus comme souverain du pays. Une cérémonie qui sent donc bon la culture germanique d'un monarque porté par des guerriers germains. En mars 360, pour tous les légionnaires présents à Paris, le couronnement de Julien au rang d'Auguste est un événement extraordinaire. Leur victoire contre l'ignoble empereur de l'Est qui voulait les arracher à leur général et à leur foyer. Mais plus particulièrement pour les francs d'Empire présents parmi eux. L'élévation de Julien sur un bouclier a forcément un sens spécial. Cette fois, pour les francs d'Empire, c'est vraiment leur empereur qui monte sur le trône. L'empereur des Romains et des Germains. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur méropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.